Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Mercato Live du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Yohan. Salut mon copain. Salut mon copain, salut à tous. Alors, prêt pour un petit Mercato Live? C'est ton premier sur la chaîne. T'es en forme? Eh ben, c'est mon premier, je suis chaud là, allez. Allez, t'es chaud bouillant, je le sens. On va bien parler. Il y a de l'info, mais il y a aussi des petites infos croustillantes, donc je pense qu'on va bien rigoler. Allez, on commence direct. Je te propose le premier sujet. C'est Kingsley Coman à Al Nassr. Alors, on va se poser la question ensemble. Fin de carrière dorée ou challenge sportif? Alors, je sais qu'elle est un peu provoque la question parce que on connaît l'Arabie Saoudite et ce que tout le monde dit sur le sujet. Mais est-ce que pour toi, un Kingsley Coman qui va du côté d'Al Nassr, est-ce que pour toi c'est on va dire une fin de carrière ou est-ce que c'est un dernier challenge sportif? Alors pour introduire le truc, moi j'aimerais poser une question à ceux qui nous regardent et réfléchissez-y pendant qu'on est en train de parler. C'est l'âge de Kingsley Coman, parce que moi c'est un paramètre qui m'a un peu choqué quand j'ai regardé les infos. Et ben Kingsley Coman, il a même pas 30 ans, alors que on dirait que c'est un mec qui a fait une carrière énorme. Voilà. Ah bah très clairement, là je vais partager l'info. 29 ans. Alors il a, c'est vrai, débuté très jeune du côté du PSG. Je crois que c'est 2015, je crois qu'il doit débuter. Je crois que c'est ça. 2013. Donc 2013. Donc, ça fait 12 ans qu'il est au plus haut niveau. Alors, il est passé après par la Juve et ensuite il a intégré le Bayern. Il s'est posé au Bayern. Plus de 227 matchs en Bundesliga, 71 matchs en Champions League. Donc, on parle vraiment d'un gars qui est là depuis un moment. Mais c'est vrai que le 29 ans, ça interpelle. Parce que, oui, forcément, un joueur qu'on a vu depuis aussi longtemps, aussi peu âgé, entre guillemets, bon, ça pose question. Donc, est-ce que, justement, vu cet âge-là, est-ce que ça peut pas laisser entendre, bon, on va dire, maintenant, j'ai fait mon temps en Europe, et j'ai envie de profiter un petit peu derrière. Est-ce que ça veut pas dire ça? Je pense que le message veut dire ça. Maintenant, est-ce qu'on peut le regretter? Oui, carrément. Enfin, moi, je trouve qu'à 29 ans, pour un mec comme ça, donc ok, on est d'accord, il a ses petits problèmes de blessure et il nous fait gentiment un mois de blessure toutes les saisons. Ouais. On est d'accord, t'es gentil avec ton mois de blessure. Mais vas-y, allez. Blessure de Kingsley, vas-y. Mais tu as partagé les stats, en fait, le mec, il est décisif un match sur deux, en fait. Soit il fait un but, soit il fait une passe décisive, et on peut être même plus optimiste que ça, sachant que la saison dernière, il est pas trop titulaire, enfin, disons qu'il est plus dans la rotation, il joue pas mal, mais il est plus dans la rotation. Donc il y a déjà ça à avoir en tête, donc ce qui l'aide peut-être à moins se blesser aussi. Et le mec, il est quand même international depuis 2015. Donc 2015, ça parle quand même. C'est quand même une stat qui est intéressante. C'est pas rien. Et c'est vrai, en plus, l'équipe de France, t'es bien placé pour le savoir, est performante depuis cette époque-là. Donc, il a fait partie de plusieurs épopées. Si je me trompe pas, il en est pas, par contre, de 2018. Non, je crois qu'il est blessé. Enfin, c'est toujours son même problème. Sinon, lui, pour le coup, pas blessé, il en aurait été, mais voilà, il fait partie un peu des joueurs qu'on voit depuis des années en équipe de France. Et est-ce que par exemple là, même si c'est pas le creux de notre débat, est-ce que pour toi il s'exclut de l'équipe de France en partant à Al Nassr, ou est-ce qu'au contraire, vu que Al Nassr est un club un minimum ambitieux qui veut essayer de remporter la Ligue des Champions asiatiques ou de participer à la Coupe du Monde des clubs, où il peut y avoir la jurisprudence N'Golo Kanté, avec il peut être rappelé par Didier Deschamps? Alors, il serait pas ce poste-là, je te dirais, il serait pas exclu parce que on l'a vu avec Kanté effectivement, mais ce poste en fait c'est l'un des postes en équipe de France où il y a le plus de concurrence. Enfin, tu regardes les Dembélé qui peut évoluer à gauche, tu regardes Olysée, tu regardes tous les joueurs que t'as. Barcola, Doué, tu te dis le mec qui part, malheureusement pour lui, ce sera pas suffisant. Même si
Al Nasser, il y a quand même des joueurs intéressants et c'est pas la dernière équipe d'Arabie Saoudite. Hein. T'as des Joao Félix, t'as des Cristiano encore qui est là, avec ses 4 décennies. Il veut aller marquer ses 1000 buts, donc t'inquiète pas, il va continuer d'être performant et il va vouloir continuer de pousser Al Nasser le plus haut possible. Donc t'as raison, il y a des joueurs de qualité quand même. Je sais plus, je crois que t'as encore un Laporte, mais je sais pas s'il va rester ou pas. Mais t'as qui est arrivé, surprenant aussi, Mané qui est encore là. Bon après je sais pas si voilà. Il est performant, il reste performant quand tu regardes la feuille de stats. Je fais pas l'expert de l'Arabie Saoudite, mais il a encore des stats qui sont largement honorables. Donc tu vois bien, comme tu le dis, que tu as du joueur dans cette équipe-là. L'équipe reste compétitive et ambitieuse, donc il va pas s'enterrer. Ok. Maintenant on est obligé de constater que voilà, ce choix-là, ça acte un petit peu une fin de carrière au très haut niveau pour Kingsley Coman. On en parle souvent dans cette rubrique. Est-ce que toi, par exemple, un club européen, ça aurait eu du sens pour toi, un autre club européen, ou non, vraiment, tu te dis que comme on en a parlé depuis tout à l'heure, depuis 2013, il est là, il a fait le tour de la question, et après le Bayern, difficile de passer à autre chose. Écoute, pour moi, c'est le plus mauvais choix d'aller en Arabie Saoudite parce que pour moi, il avait encore sa place, que ce soit dans la rotation dans un grand club comme j'aurais bien vu Liverpool, par exemple, puisque Liverpool vient de vendre Luis Diaz au Bayern, donc forcément il y a une place qui se libère à gauche. Ils ont Gakpo, mais derrière Gakpo, ils vont bidouiller un petit peu avec Szoboszlai ou autre. Pour moi, il avait largement sa place, et d'autant plus dans la rotation, il aurait été moins sollicité. Alors après, est-ce qu'il avait envie de découvrir un quatrième championnat, pardon. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, il a réussi en Allemagne, il a réussi en Italie, il a commencé à réussir en France, même si bon, voilà, il est parti jeune, donc on n'a pas trop vu. Mais en tout cas, pour moi, ça aurait été un meilleur choix que d'aller en Arabie Saoudite. Après, c'est pas dit qu'ils reviennent pas et qu'ils fassent pas un an et qu'ils reviennent après. Il peut, parce qu'on le voit bien, il y a certains joueurs qui maintenant commencent à revenir derrière sans pour autant qu'on soit dans le mode il a perdu tout son football ou il a perdu toute sa compétitivité. Alors après, on vient de le dire aussi, tout dépend dans le club dans lequel tu vas. Si tu vas dans un club peu ambitieux avec peut-être juste l'ambition de juste cachetonner, bon d'accord, ok, là c'est évident, ton niveau tu vas le perdre. Pardon. Par contre, si à l'inverse, tu as toujours cette rigueur de joueur de très haut niveau et que tu continues à faire le taf, une saison ou deux maxi sur certains profils, ça peut encore correspondre à un retour en Europe. Maintenant, on l'a dit, peut-être pour des joueurs plus jeunes. Là, un Kingsley Coman, 29 ans, ça me paraît compliqué s'il part, on va dire 2 ans, de revenir après en Europe au très haut niveau. Non, pour moi, ça sera terminé. Donc, c'est un peu dommage, à l'image d'un, alors c'est pas la même destination, mais un Heung-min qui part en MLS. Voilà, tu vois, je me dis, ok, évidemment, je peux comprendre les choix peut-être de carrière, d'envie, mais moi, en tant que juste amateur de foot européen en priorité, je suis déçu parce que ces deux joueurs-là, c'est deux joueurs que j'aime bien voir jouer, et je vais plus les voir toutes les semaines ou en Ligue des Champions. Donc c'est ça qui me dérange un peu. Totalement. Après, ce qu'on n'a pas pour peut-être clôturer le truc, c'est que ils ont peut-être un switch mental en se disant là, j'en ai marre, j'arrête. Et pour un joueur qui a débuté à 17 ans, c'est peut-être un peu plus compréhensible d'avoir ce truc-là. On peut comparer à un Wayne Rooney qui était pareil. On avait l'impression de le voir depuis toujours, et je pense c'était à 30, j'ai plus exactement l'âge, mais à 32 ans, il était cramé. Il n'en pouvait plus. Donc là, maintenant, là, il est encore plus grand. C'est l'ami Wayne. Bon, désolé. Joueur extraordinaire, il nous a tous fait rêver. Mais la fin de carrière a été compliquée. Alors le passage sur le banc, compliqué, Wayne, compliqué. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que peut-être que ces joueurs-là qui sont là depuis des années, peut-être qu'il y a un côté, j'ai envie d'avoir autre chose. J'ai envie de vivre autre chose. J'ai une dernière expérience. Exactement. On est personne pour juger. Bon, ok, on va passer au second sujet. Je pense qu'il va bien t'inspirer celui-là. Alors là, par contre, c'est Malick Thiaw à Newcastle pour 40 millions d'euros.
Et je pose la question, même si peut-être elle va en faire sourire certains, est-ce que l'AC Milan peut nourrir des regrets sur le sujet de Malick Thiaw? Alors, je pense que c'était pour trouver une question, non? Je veux déjà veut dire beaucoup de choses déjà. Je pense que c'était pour trouver une question que tu as posé une question, parce que là, je crois que même toi, tu crois pas. Pourquoi? Alors pourquoi, pour toi, la question, elle est un peu surgonflée? Dis-moi Alors, tout. la question est un peu surgonflée parce que, alors, Malick Thiaw, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème avec ça. Mais alors, 40 millions, 40 millions, je ne sais pas si on se rend compte, et c'est quelqu'un, alors, nous, on sait encore plus que d'autres ce qu'il est advenu de Malick Thiaw la saison dernière. Il a quand même fini les 2 ou 3 derniers mois sur le banc. Et sur le banc... L'année dernière, c'est difficile de finir sur le banc à l'AC Milan. Mais bon, je te laisse continuer. Sur le banc, donc avec une équipe qui a même pas de Coupe d'Europe. Bon, on va pas le rappeler parce que ça fait du mal. Mais en plus, avec une équipe qui jouait à 3 défenseurs. Donc ça veut dire que le gars n'était même pas 3e choix, n'était pas forcément dans la rotation parce qu'il a fait beaucoup de 90 minutes sur le banc. Il était titulaire sur le banc. Et pour remettre une couche supplémentaire, parce qu'on n'a pas fini, c'est que dans les 3 défenseurs, il y avait quand même un gars qui s'appelle Matteo Gabbia. Donc, Matteo Gabbia. Pour ceux qui visualisent pas forcément Matteo Gabbia, on parle d'un défenseur moyen de Serie A qui a tenté une expérience en Liga il y a 2 ans. Ça s'est révélé un gros échec. Certains diraient semi-échec, mais moi j'irais plus sur un gros échec. Il est revenu au Milan parce qu'en plus à ce moment-là il y avait un besoin de défenseur, et passer derrière ce genre de joueur, ça montre que, on va dire, tu es déclassé et que on compte pas réellement sur toi. Donc ok, vas-y. Ce que tu m'expliques là, et ce que t'expliques un peu pour tout le monde, c'est que Malick Thiaw, bon, voilà, c'était quand même un gars qui était déclassé et sur lequel Milan ne comptait plus forcément. Sous Conceição et sous Fonseca, ok. Maintenant, il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé. Je suis obligé de le préciser, même si ça me fait pas forcément plaisir en tant que tifoso du Milan, mais il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé et qui, dans sa prise de fonction, a fait comprendre que l'aspect défensif, comme c'est bizarre, était très important pour lui, et que dans ce fameux côté aspect très défensif, Malick Thiaw faisait partie un peu des joueurs indéboulonnables. Alors, encore une fois, j'entends bien la description que tu fais, mais sauf que l'entraîneur qui arrive dit, pour moi, Malick Thiaw, ça va être un peu ma base pour pouvoir articuler ma défense. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que le Milan peut nourrir des regrets parce que l'entraîneur voulait faire de Malick Thiaw sa base et que, on l'a vu, il a eu alterné le bon et le moyen, voire le mauvais, Malick Thiaw? Est-ce que le Milan peut avoir des regrets ou au contraire se réfugier derrière le 40 millions, c'est magnifique, un joueur qui a été acheté moins de 10, tout le monde est content. Toi, tu restes plutôt sur cette option-là et tu laisses tomber on va dire l'aspect technique, tactico-tactique d'Allegri? Alors, moi, je l'entends, l'aspect tactique d'Allegri. Après, je pense qu'on lui a proposé une solution qui est, ma foi, pas dégueu, on va dire. Donc, on vend le mec 40 millions, on va en acheter un autre qui a le même profil, donc De Winter du Genoa. Donc, c'est pareil, c'est un jeune Belge qui a un peu le même profil, en fait, qui est assez dur sur l'homme, etc., qui est aguerri de la Serie A, donc c'est pas un gars qui va découvrir l'aspect tactique, etc. C'est aussi ça le gap aussi que certains ont du mal en tant que défenseur à franchir en arrivant en Serie A. Donc c'est déjà un gars qui connaît la Serie A et le Genoa, c'est quand même à chaque fois qu'on affronte le Genoa, j'ai peur pour les chevilles, donc voilà. Ça fait partie des clubs bourrins, comme on peut dire un petit peu. Après, tout dépend des saisons. Il y a des saisons, ils ont des joueurs un peu plus sympas avec le ballon. Mais c'est vrai que c'est quand même une équipe qui envoie du lourd généralement quand ils viennent sur le terrain. C'est ça. Et donc, le mec, on va l'acheter 20 millions. Donc, ça fait 20 millions de plus-value. En gros, tu récupères un gars qui est déjà frais mentalement parce que je pense que Thiaw, il a peut-être envie de changer un petit peu d'air et il a vu un peu 3 entraîneurs en d'une saison. Voilà, c'est un peu délicat pour lui, je pense. Et avoir quelqu'un de frais avec des idées fraîches, avec
une marge de progression potentiellement. Je lisais Costa Curta qui disait que ce mec-là avait une marge de progression, même si il était assez prudent dans le sens où il a encore une expérience encore un peu limitée encore. Donc, il est jeune et un petit peu comme Malick Thiaw quand il arrive. Je vais partager les stats. Malick Thiaw, depuis qu'il est arrivé au Milan, on va dire, expérience en Serie A, c'est 63 matchs, 0 but, une passe décisive. La saison qui vient de passer, mine de rien, alors oui, évidemment, on voit 31 matchs, 1 but, une passe décisive, on pourrait se dire, ok, mine de rien, il a quasiment fait une saison pleine. Mais sauf que le Milan, l'année dernière, le Milan joue sur tous les tableaux, joue même la Supercoppa, donc il joue quasiment plus de 40 matchs quasiment une cinquantaine de matchs dans la saison. Et si on regarde au temps de jeu, oui, clairement, il n'est pas celui qui est le plus aligné. Donc, il sort pas d'une saison pleine. Donc, évidemment, présenté comme ça, le successeur qui arrive du Genoa qui connaît la Serie A, tu fais la plus-value de 20 millions. Thio, au final, tu l'as bien valorisé. Bien sûr. Maintenant, je dis juste, est-ce que pour avoir regardé un petit peu les matchs de pré-saison du Milan, il semblait être sur une, je vais pas dire progression, mais sur une bonne vibe. Bon, moi, j'avoue, évidemment que si on regarde juste l'aspect comptable, parfait, pas de problème. Maintenant, je me dis quand même, peut-être que le Milan va le regretter parce que peut-être que dans 2 ans, ce joueur-là, il va avoir le déclic mental d'enlever ces fameuses sautes de concentration qui sont un véritable problème parce que défensivement, ça va, athlétiquement, ça va, balle au pied, c'est pas un poète, mais on parle pas non plus d'un boucher complet. On parle juste d'un gars qui a des sautes de concentration et qui, à certains moments, font très, 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 très mal. Donc, s'il corrige ça et qu'il va dans un championnat aussi, on va dire, médiatique que la Première Ligue, attention, hein, c'est pas interdit que ce gars-là, dans 2 ans, il vaille peut-être pas la moitié, peut-être pas le double, mais pas l'un des 60-70. Donc c'est pour ça aussi que je pose la question. Est-ce que le Milan, là maintenant, fait une bonne affaire? Oui, on est tous d'accord et je te rejoins. Maintenant, sur la durée, est-ce qu'il va pas nourrir des regrets? C'est la question. Mais toi, tu tentes de dire que non. Moi, je pense qu'il faut prendre ce qui est acquis. C'est-à-dire que tu as 40 là qui se présentent. Tu sais que le mec, il va à Milan, je pense pas qu'il progresse davantage parce que le contexte fait que, on sait. Il a peut-être envie aussi d'aller voir la Coupe d'Europe, parce que voilà, c'est aussi le prêt qui tombe dessus sur Milan, c'est que forcément il y a des joueurs qui peuvent partir à cause de ce truc-là. Donc moi, c'est pas là-dessus, c'est pas sur lui que j'aurais plus de regrets. Tu vois, j'avais noté 2-3 joueurs là les dernières années qui étaient partis pour des sommes pour moi ridicules. C'était Kaloulou pour 14, c'était pas bien vendu pour moi. De Ketelaere pour 23, Paqueta pour 23, c'était pareil. Enfin, pour moi, c'était pas super. Et là, il lance un peu. Je te rejoins, mais il lance un peu. Il sort vraiment d'une saison catastrophique, ça marche pas. Et il y a la question, est-ce qu'il est vraiment adapté et à la Serie A et au très très haut niveau? Voilà, c'était la question. Maintenant, là où je te rejoins, Kaloulou, c'est extrêmement mal vendu pour un joueur de cet âge-là, polyvalent, qui était là depuis plusieurs saisons déjà. Franchement, c'est un peu n'importe quoi. Donc oui, évidemment, si tu le mets par rapport à ces cas-là, évidemment, la vente de Thio, il y a aucun problème. Ou même comparé, pour terminer sur les ventes du Milan, un Reinders qui part à une 60aine de millions d'euros, quand on voit les prix qui sont pratiqués pour certains, on peut se dire que le Milan a peut-être mal vendu. Là, oui, c'est très bien vendu. Maintenant, je reste, pour conclure notre débat, je reste quand même sur cette question-là. Attendons de voir, et peut-être que dans 2 ans, l'ami Malick Thiaw, ça va être la référence, parce que je reprécise, il vient de fêter ses 24 ans, donc il reste quand même encore jeune. Donc il peut avoir, je dis pas devenir un top, une référence à son poste, mais on a vu des choses. Harry Maguire a coûté 90 millions d'euros, donc pour ce sujet. Allez, je te propose le sujet suivant. Le sujet suivant, c'est l'Atalanta veut Jean-Philippe Mateta. Et je pose la question, est-ce qu'il doit rester en Première Ligue, alors soit du côté de Crystal Palace ou dans un autre club de Première Ligue, ou tenter l'expérience en Serie A? Toi, spontanément, tu partirais pourquoi pour Jean-Philippe Mateta? Eh ben moi j'ai un peu de doute parce que alors je vais reprendre notre ami Serge qui intervient aussi sur la chaîne.
Mon grand ami Serge. Mon grand ami Serge qui a dit de Mateta que c'était le Lukaku français. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu le style. Les supporters du Napoli, je pense qu'ils sont très contents. Ils sont très contents de Lukaku. Maintenant, oui, on va dire que ces dernières années, c'est pas on va dire c'est pas le plus gros compliment qu'on puisse faire à un joueur. Mais bon, il a pu faire des trucs sympas quand même Lukaku dans sa carrière. Pas non plus. Sûr, mais après je le trouve un peu moins fort que Lukaku, c'est ça le problème. Alors là, on arrive dans le creux du sujet. Donc pour toi, c'est quoi Mateta? C'est un joueur qui surperforme, qui est au max de ses possibilités. Donc c'est-à-dire là, il est dans une équipe qui tourne avec la confiance et c'est pour ça qu'il est performant. Ou c'est un gars qui peut encore progresser malgré son âge. Il a quel âge l'ami Mateta? Il a 28 ans. Il vient de fêter ses 28 ans. Donc est-ce que t'es sceptique sur la valeur de Mateta? Bah, disons que pour moi déjà, on parle de l'Atalanta, donc l'Atalanta c'est dans le championnat italien. Donc déjà pour moi l'aspect tactique, j'ai un peu de doute sur ses capacités. Je vais pas mentir. Il y a des joueurs de première ligue ces dernières années qui sont arrivés en Serie A et qui ont performé. Sans aller, alors évidemment ils n'ont pas les mêmes profils, mais je pense à un Lookman par exemple qui est arrivé de Serie A et qui est arrivé de première ligue avec une notoriété vraiment. Il y a un peu plus de ballons quand même, hein. C'est pour ça que j'ai bien précisé. Je suis pas d'accord, c'est pas les mêmes profils. Mais un joueur performant en première ligue, type, on va dire physique, un peu rapide, ça peut fonctionner aussi en Serie A, ce qui n'était pas le cas peut-être il y a une dizaine d'années. Tu vois ? Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, je pense que il est pas mal en première ligue ou en Bundesliga, il serait bien aussi, je pense. Mais c'est un attaquant quand même qui joue pas mal sur son physique, il joue avec ses qualités, il a raison et ça fonctionne. Et on l'a encore vu contre Liverpool. Mais moi, je pense qu'il est bien en première ligue. Après, est-ce qu'il va rester à Crystal Palace ? Moi, je serais plutôt d'avis de dire oui, parce que Crystal Palace, ils ont une Coupe d'Europe à jouer, et ils ont surtout un mec devant, c'est Eze, qui potentiellement peut partir. Donc, se dire, est-ce qu'ils vont détricoter toute leur aspect offensif, c'est compliqué de... C'est compliqué. Maintenant, Mateta, je pense que c'est le genre de dossier où le joueur, je te dis pas qu'il a un bon de sortie, mais pour service rendu au club, vu l'âge qu'il a et l'opportunité de peut-être signer dans ce type de club qui joue la Ligue des Champions, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier maintenant que Gasperini est parti, mais l'Atalanta, ça joue la Ligue des Champions. Retegui est parti. Donc, ok, Scamacca revient et je pense il risque de faire une bonne saison, mais l'Atalanta a besoin de monde pour pouvoir, on va dire, tourner l'enchaînement des matchs, et un Mateta qui rentrerait dans le schéma d'un Juric. Voilà, Juric, c'est compliqué ces derniers mois. N'empêche que voilà, ça va être lui le coach et c'est un peu un vrai disciple de Gasperini. Donc dans ce schéma-là, un peu où l'attaquant de pointe, on va lui demander beaucoup d'efforts. Spontanément, moi, Mateta, ça peut parler. Moi, ça peut me parler. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée, et pour lui, ça lui permettrait aussi, je pense, d'élargir sa palette et de se tester. Il a joué en première ligue, il a joué en Bundesliga, je sais plus, je crois que c'était à Mayence, je crois, faudrait regarder, mais il joue en Bundesliga, il joue en Ligue 1. Allez, vas-y, une autre découverte pour Jean-Philippe. Écoute, pourquoi pas. Après, il y a un autre paramètre à mettre en jeu, c'est que est-ce que l'Atalanta est prêt à mettre 30 ou 40 millions dessus ? Moi, je suis moins sûr. Après, il y a peut-être Par contre, oui, on va être d'accord. Malgré que Transfermarkt le valorise, je partage les stats, le valorise à 30 millions, je pense pas que l'Atalanta, dans la manière de faire, on va dire ces derniers mois et ces dernières années, va craquer le chèque pour Jean-Philippe Mateta. Maintenant, voilà, il y a la transaction Lookman qui est, on sait pas ce que ça va donner. Je pense que Lookman, il va finir par partir, donc ils vont finir par avoir un joli chèque. Donc est-ce que ce joli chèque, tu vas pas le remettre sur un attaquant? Alors Mateta, pour moi, je la place. C'est pas une mauvaise idée. Mais oui, tu as peut-être d'autres profils plus adaptés qui connaissent la Serie A, peut-être. Ok, mais attention, on arrive quasiment au 15 août.
il va falloir quand même accélérer aussi. Hein. Ouais. Et des attaquants avec un minimum de garantie de compétitivité et qui puissent être en capacité de débuter la saison, parce que là, ça va bientôt être le cas. Attention, faudrait pas trop tarder, je pense. Donc toi, au final, est-ce que ça tente la Serie A ou ça reste en première ligue? Moi, je resterai en première ligue et quitte à partir de Crystal Palace, il y a peut-être une place de remplaçant à Newcastle pour Isaac s'il reste là, hein, parce que Newcastle, il y a Isaac et le reste, c'est tous des ailiers, il y a aucun homme de pointe en fait. C'est vrai. Donc ça c'est vrai. Maintenant, voilà. Maintenant, est-ce qu'Isaac va finir par partir? Moi aussi, j'ai tendance à penser que oui, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais toi, tu resterais plutôt sur l'option Première Ligue, voire rester à Crystal Palace. Je pense que ça va mieux pour ses qualités. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Je comprends des arguments et je suis pas là de te rejoindre là-dessus. Après, De l'autre côté, il va continuer de jouer avec l'immense Ismail Assar. Bon, oui, j'avoue, je peux comprendre l'envie de rester peut-être. Alors moi, il est plus efficace. Je sais pas, on a peut-être eu son cousin du côté de l'OM, je sais pas. Bref, bon, je sais pas, on va pas en rajouter plus. Allez, on va passer à un autre sujet. Pareil, celui-là, je pense qu'il va te tenir à cœur. Le LOSC est intéressé par Davide Calabria. Et alors, on pose la question, est-ce que ça serait un vrai bon coup pour les nordistes, Davide Calabria? Alors, tu dis quoi? Moi je dis oui, évidemment. Alors évidemment, pourquoi? La première des choses déjà, c'est quelqu'un d'expérience, donc on peut pas lui enlever. Hein, l'expérience à Milan, il en a eu. Il a joué des matchs de Coupe d'Europe, il a été capitaine. Oui, je sais. Ça te rappelle pas de bons souvenirs? Franchement, entamer ce débat, c'est très bien. Ça nous permettra de repartager un autre débat qu'on a pu avoir, toi et moi, sur la chaîne, sur Davide Calabria et son capitaine à l'AC Milan. Mais tu as raison. Dans la présentation, c'est vrai, c'est un joueur qui a été majeur au Milan ces dernières années. Donc, il a une expérience. Vas-y, je te laisse continuer. Donc, il y a déjà ça. Donc, effectivement, ça permettra à ceux qui nous regardent d'aller revoir le beau débat sur les capitaines. Ton beau plaidoyer en faveur de voilà. Alors que j'étais à charge. J'étais à charge, je suis pas défait. À fond à charge. donc pour ça, déjà, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui est, en termes de comportement, exemplaire. Donc, déjà, pour le souligner. Et je dis ça. Attention. Et il s'est passé quoi avec Sergio Conceição pour son dernier match? Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, qui est fautif à ton avis? Moi, c'était pour la blague. Voilà. C'était pour la blague. Je pense que sur le coup, c'est plus Conceição qui pète sa durite et qui... Mais bon, mais t'as raison. C'est pas un mec globalement qui pose problème. En tout cas, il a pas cette réputation-là. Je suis d'accord. Je pense qu'il aurait très bien pu rester les 6 derniers mois la saison dernière sans poser problème, même en ne pas jouant, à mon sens. Et je mets ça en perspective. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a donc pour resituer Lille, hein, on a 2 latéraux en gros. Thiago Santos, je crois que c'est ça, oui, Thiago Santos, qui va revenir de blessure, qui a une grosse blessure et qui va revenir de blessure. Et un mec qui a joué la saison dernière pratiquement tout le temps, c'est Thomas Meunier. Et moi, je le mets en balance avec Thomas Meunier. Et Thomas Meunier, c'est pas du tout le même caractère. Donc Thomas Meunier, donc il est donc voué à être numéro 2 cette saison, puisque Thiago Santos, logiquement, va revenir. Il a 33 ans. Et j'ai ouï dire qu'il y a déjà des tensions avec lui, parce que il veut pas être numéro 2, en fait. Donc déjà, connaissant le garçon un petit peu... oui, on connaît un peu le bonhomme. On connaît un petit peu Thomas Meunier, un joueur avec qui tu peux parler de 50 000 choses. Par contre, c'est vrai qu'à gérer dans un collectif, voilà, c'est particulier. Maintenant, faut lui trouver sa place. En fait, faut lui trouver sa place pour que réellement il puisse donner le maximum. Et dans le foot de haut niveau, on n'est pas tout le temps à faire des câlins et à t'expliquer que t'es le meilleur. Donc il y a de la concurrence. Donc tu sembles dire que Meunier déjà peut-être sur le départ en fait. C'est ça en fait. J'ai un peu lu là-dessus que il cherchait déjà un autre club et que Lille avait un contact avec un autre club. Donc dans la logique, et ça s'embrique bien en fait. Thomas Meunier du coup partirait et Calabria prendrait la suite avec déjà quelqu'un de beaucoup plus facile à gérer dans le vestiaire. Après,
c'est un nouveau championnat, hein, on est d'accord. Hein, Calabria, il a quand même quelques années derrière lui. Il a quand même 29 ans, donc on n'est pas à l'abri qu'il se plante complètement. Hein, c'est pas le Non, sujet. mais par exemple, toi, spontanément, tu penses qu'un Calabria, il pourrait se contenter d'un rôle de doublure ou d'accompagnant de Thiago Santos qui revient de blessure et qui est normalement amené à être le titulaire avec aussi une valeur marchande, c'est un profil intéressant. Est-ce que tu penses que Calabria, il vient pour faire la doublure au LOSC? Moi, j'ai du mal à y croire. Hein. Ben, on est le 12 août. Il est parti libre de son club. Donc déjà, s'il y avait eu des demandes au Portillon, si ça s'était bousculé, on le saurait. Il a eu, alors j'ai vu ça sur Calcio Mercato. Il a une proposition dans les mains. Après voilà, de contrat de 3 ans du Panathinaikos. Que ça vaut. Mais oui, ça veut dire peut-être aussi que ce que tu sous-entends, ok, peut-être que ça c'est pas le meilleur rôle qu'on te propose, David, mais au 12 août, y a pas, ça se bouscule pas, et sinon c'est Panathinaikos, championnat grec, avec ce que ça comporte. Je sais que t'aimes bien la Grèce, mais je suis pas sûr que ce soit forcément ta tasse de thé, le championnat que tu regardes le plus. Oui, non, c'est ça. Après, bon, c'est sûr, au Pana, il jouerait la Coupe d'Europe, il y a pas de sujet, mais est-ce que il vaut pas mieux essayer de se relancer dans un club avec Lille qui va aussi avoir des matchs à jouer cette saison et donc il va forcément avoir sa chance et pourquoi pas s'en resservir comme d'une nouvelle destination l'année prochaine, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, ça me apparaît comme une bonne solution. Maintenant, effectivement, s'il a envie d'être titulaire, je lui conseillerais pas d'aller à Lille, ça c'est sûr. On est d'accord. Donc c'est-à-dire que après, c'est l'histoire du foot aussi. Je partage les stats là. L'année dernière, en tout, avec Milan et Bologne, ça fait 27 matchs, un but, une passe décisive. Donc on parle quand même d'un mec qui a joué la saison, qui a quand même un peu joué la saison dernière. Alors évidemment, c'était un petit peu compliqué, mais il va fêter ses 29 ans en décembre. Donc c'est un joueur, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'expérience, 221 matchs de Serie A. Donc un gars qui a été capitaine du Milan aussi. Maintenant, c'est ça aussi, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un club italien qui pourrait lui proposer un challenge plus intéressant? Alors, est-ce que ça, on se dirige plutôt vers ça? Est-ce que là, comme on vient de le dire, Lille, bon bah ok, tu pars pas titulaire sur le papier. Maintenant, un joueur qui revient des croisés, c'est compliqué aussi. Rien, ouais. Tu vois, il peut y avoir ce truc-là. Maintenant, moi, je suis à sa place, 29 ans. Bon, bah, comme pour plein, maintenant, j'ai envie de jouer, en fait. Donc, la concurrence, être mis, on va dire, comme le suppléant du petit jeune qui... je pense que moi, j'en aurais marre. Donc, là, pour le coup, si le LOSC me propose d'être, comme on vient de le dire, l'accompagnant de Thiago Santos, perso, j'y vais pas. Et encore plus si t'as un Thomas Meunier qui est encore dans l'effectif, qui voilà saoule un petit peu tout le monde en mode moi je veux déjà jouer. Wow, moi je suis Calabria, honnêtement limite j'étudie la proposition du Panathinaikos et je me dis qu'Athènes ça peut être une ville jolie, ça peut être sympa. Ça s'entend. Maintenant moi voilà, si je me base du côté de Lille, moi j'y vais tous les jours. Après Calabria, faut voir son état d'esprit, mais du côté de Lille, moi je prends. Toi, t'y vas. Toi, si t'es. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'indemnité de transfert. Donc, bon, il y a le salaire en risque, ok, mais il n'y a pas d'indemnité de transfert. Donc, c'est quand même, quand même un bon coup. C'est le vrai gros argument pour les Lillois. Récupérer un joueur, comme on vient de le dire, de cette expérience libre, 29 ans, ouais, bon, ça peut ressembler à une belle affaire. Maintenant, attention, il faut voir aussi le salaire que va demander David. Hein. Je pense que il a été habitué à être plutôt plus ou moins bien traité du côté du Milan ces dernières années. Il va pas vouloir non plus venir pour une fricadelle. Hein. Bon. Je pense que lui, il a la pression de son côté. Hein. C'est pas Lille qui va se retrouver sans contrat à la fin de la période si jamais il n'est pas pris quoi. C'est vrai. Non, c'est raison de repréciser ça. C'est vrai que là, les joueurs sont aussi dans une démarche. Attention, les gars, bien sûr, vous pouvez refuser les destinations, vous dire que vous méritez et vous allez peut-être avoir mieux. Mais attention, au 31 août, pour certains championnats, c'est terminé et d'autres au 7 août. Et sinon, au 7 septembre. Sinon, après, c'est fini, hein, c'est niet. Hein. Donc, attention. Bon. Écoute, ok, pour le dossier de David Calabria, ok, toi, t'es le LOSC que tu te positionnes dessus.
Bon, je te propose le prochain débat. C'est Christopher Nkunku vers un retour à Leipzig. Et on pose la question, est-ce que c'est une régression ou un choix salutaire? Pour toi, spontanément, tu pars sur quel avis? Eh ben moi je pars sur l'avis du choix salutaire. Je vais rejoindre donc c'est un joueur qu'on suit chez ses copains, on en a parlé dans un débat précédent avec Aurel notamment. Et vous disiez très justement que moi je suis conseil de Nkunku, je suis Nkunku, ma première des choses c'est de jouer plus régulièrement en fait. Donc j'ai envie de jouer, et quoi de mieux pour avoir envie de jouer que d'aller dans un terrain connu. Et dans un terrain que je maîtrise, parce que je pense que tu vas partager les stats. Franchement, tu regardes ces stats en Bundesliga, c'est monstrueux. Ouais, là, je les mets. C'est 119 matchs, 47 buts, 43 passes décisives pour un joueur. Alors oui, qui a fini par jouer en poste d'avant-centre, mais qui est pas un pur avant-centre. On parle pas d'un pur neuf. Donc 119 matchs, 47 buts, 43 passes D. Ouais, c'est quand même des références assez costauds pour un joueur offensif. Non mais c'est ça. Et donc se remettre un petit peu d'aplomb et partir un petit peu de cet endroit nauséabond. Enfin, on se connaît, on en parle régulièrement de Chelsea où vraiment ils empilent les joueurs et je comprends même pas comment des joueurs. Voilà. Encore une fois, on le précise, ça n'a rien de club. Le club est un club maintenant, on va dire majeur européen, qui a gagné les 4 coupes d'Europe. Rien à voir avec le club, c'est juste le système qu'on décrit et dont on va dire qu'on critique plutôt. C'est empilement de joueurs. Enfin, là, ça devient n'importe quoi. Et évidemment, un Nkunku qu'on connaît parce qu'il a débuté dans le championnat français, qu'il est international français et qu'on a aussi forcément un œil particulier sur lui, bah, le voir sur le banc, un coup pas là, 3-4 joueurs qui sont achetés à son poste par Mercato. Ouais, on a envie de dire, Christopher, tu veux pas aller trouver un vrai club qui va te mettre en confiance et on va te voir avec régularité parce que je pense qu'on est d'accord, c'est un beau joueur de foot, Christopher. Clairement, enfin, il a 24 ans et franchement, il a déjà montré pas mal de choses. Et moi, je trouve que là, on est un an de la Coupe du Monde aussi. Son intérêt à lui, c'est de jouer en fait. Et c'est de jouer. Et s'il est performant, moi, je pense qu'il peut rentrer dans les petits papiers, même si il y a de la concurrence en attaque. Hein. Attention, hein, on n'est pas. Oui, mais là, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu arrives en terrain inconnu. Ouais. Non seulement c'est le championnat qui t'a fait éclore véritablement au très très haut niveau, et en plus tu reviens dans l'équipe en question dans laquelle tu avais surperformé. Donc oui, ça peut ressembler, comme on le dit dans le débat, au choix salutaire. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu risqué? Et parce que ça peut être aussi vu comme une régression aussi. Tu vois, t'es parti 2 ans à Chelsea, ça n'a pas marché, t'es revenu dans le club d'où tu venais, pardon. Est-ce que c'est pas un constat d'échec? Ben, en tout cas, en voyant le contexte, non. Je dis non parce que en fait, il s'est blessé à Chelsea, donc il a eu un peu moins de chance à ce sujet. Donc c'est aussi ça qui l'a éloigné des terrains. Après, évidemment, Chelsea a eu beaucoup de compétitions, donc il a quand même joué. Hein, il n'est pas resté sans rien faire, donc ça le sert parce que il est resté compétitif. Et on l'a vu à chaque fois qu'il a joué, il est resté compétitif. C'est ça. Je passe les stats. T'as dit 48 matchs, 14 buts, 5 passes D. Et on le disait pareil dans le débat avec Aurélien. Ça reste des stats intéressantes pour un joueur super sub. Tu vois, on est encore une fois sur un joueur qui est pas titulaire indiscutable. Donc, il reste performant. Donc, encore une fois, pour moi, c'est là qu'elle est la frustration. C'est de pas le voir plus jouer avec continuité. Mais oui, pour moi, il y a quand même la notion d'échec à prendre en compte. On peut pas la passer sous silence. Non, mais évidemment que c'est un petit retour en arrière, mais c'est pour mieux rebondir en fait, parce que moi je pense que déjà il a peut-être dans la tête la sélection, donc la coupe dans la tête. Et la deuxième chose, c'est que s'il est performant, ben je pense que l'été prochain, il n'y a pas de raison qu'il y ait pas des clubs qui retoquent à la porte, même si moi je comprends déjà pas qu'aujourd'hui, moi je suis un club en Europe, je vois un mec de 24 ans comme ça. Je fonce quoi, j'y vais. Après, il a un profil particulier, hein, il est ni 9 ni 10, donc il est un peu entre les deux. Donc forcément, je pense qu'il y a deux. Ouais, pardon, vas-y, pardon. Mais franchement, ce mec-là, il est quand même, il est exemplaire. On prend des gens de tout à l'heure, ce mec-là est exemplaire, et quand il joue, il est performant. Donc
Ah oui, c'est ça. Maintenant, comme j'allais le dire, en fait, il y a deux choses, je pense, qui le desservent. Il y a le poste, c'est que, bah oui, il a eu cette polyvalence dès le départ, voire même il était au milieu, voire même milieu relayeur quand il a commencé au PSG. Progressivement, il a avancé sur le terrain, et que oui, évidemment, il n'a pas les caractéristiques du neuf classique. Donc il y a ça, et en plus, on est obligé de parler de la blessure. Il se fait les croisés. À partir du moment où un joueur se fait les croisés, évidemment que on va dire son attractivité, elle en prend un coup. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Et j'ai eu la même sensation, c'est-à-dire que pour moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas beaucoup de clubs qui se soient mis dessus. Par exemple, un Bayern Munich qui cherche dans ce secteur-là pour aussi pallier, même pas que pour pallier, mais t'as un Moussiala qui s'est blessé, t'as on va dire un renouvellement à effectuer. Pour moi, il y a un Sané qui est parti, il y a un Gnabry qui doit partir pour moi. Donc il pourrait totalement rentrer dans cette rotation-là avec les Luis Diaz, avec les Olysée et ce genre de gars. Ouais, l'Inter a été dessus, s'est mise dessus, mais pareil, sur le profil, a fini par hésiter un petit peu. C'est un peu dommage parce qu'encore une fois, on parle d'un vrai bon joueur de foot qui, voilà, en plus paye un petit peu ce mauvais choix-là en sélection parce que mine de rien, il a perdu sa place. Il a perdu sa place avec Didier Deschamps. Ouais, bien sûr. Et puis son profil, comme tu dis, est assez atypique. Maintenant, comme on se dit, je pense qu'une très bonne année va refaire réattirer les yeux de tous les clubs. Ok, toi tu crois. Moi j'y crois à fond. La saison, là, Leipzig, il nous fait, alors, on va pas forcément dire la même saison que quand il a été MVP de la Bundesliga, mais il nous fait une saison à une quinzaine de buts. Je pense. En plus, il y a Sesco qui est parti. Enfin, voilà, ils sont plus centrés sur Sesco, donc c'est aussi ça qui lui fait de la place. À voir comment il termine, mais c'est vrai que même sur le papier, Openda, si ça reste avec Nkunku, ça peut être séduisant en Bundesliga et ça peut planter des buts. Non, je suis assez d'accord avec toi. Bon, bah écoute, on va essayer de garder cet optimisme-là pour notre ami Nkunku. Là, on va passer au sujet suivant. Raspadori, Giacomo de son prénom, à l'Atlético Madrid. Et on pose la question, bon choix ou erreur de casting? Pour toi, ça donne quoi, Giacomo Raspadori? Alors, je vais pas dire qu'il n'y a pas d'erreur de casting avec Simeone, mais disons que Simeone il travaille son homme avant de l'appeler. Donc, j'accorde plus de crédit à la venue de joueurs à l'Atlético qu'à d'autres clubs parce que il choisit quand même ses joueurs sur la base d'un état d'esprit. Et Raspadori, c'est un mec quand même qui est travailleur, qu'on n'entend pas, et qui a un profil assez particulier. Alors, je vais pas du tout faire la comparaison parce que ça n'a pas lieu d'être, mais en tout cas, c'est pour un peu suppléer Griezmann. Donc Griezmann, c'est Griezmann, on va pas le remettre en cause et jamais Raspadori aura les qualités de Griezmann, mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui, dans un collectif, me fait penser un petit peu à un joueur qui était là aussi il y a quelques saisons, Angel Correa. En fait, c'est un mec qui part jamais titulaire, ou presque jamais, mais quand tu fais appel à lui, il est là, alors ça va être un peu péjoratif ce que je vais dire, mais il bouche les trous. Il bouche les trous parce que... malheureusement, il y a des joueurs comme ça et qui ont fait des carrières en étant un peu le fameux super sub ou le bouche-trou pour être un peu plus péjoratif. Mais c'est vrai, tu as des joueurs qui ne peuvent pas avoir les qualités nécessaires pour être le titulaire indiscutable pour un poste, mais qui sont fondamentaux pour leur équipe en cours de match, pour les matchs les moins importants et qui, on va dire, par leur implication, ne trahissent jamais. Donc, ok, il pourrait rentrer dans cette catégorie-là pour toi, Raspadori. Ouais, et puis sous Conte, c'est pareil. Donc bon, après avec Conte, il a aussi été servi avec au niveau managérial. En fait, en plus là, c'est vraiment ton copain lui, parce que il a fait la prépa Simeone, il est passé par Conte. Ok, c'est ça. C'est-à-dire que là, pour toi, il a eu les deux entraîneurs phares de ces 10-15 dernières années pour toi. C'est-à-dire, il a commencé la saison, comme tu l'as dit, la pré-saison avec Conte, il a terminé avec Simeone. Bon, c'est vrai que là, en termes d'investissement,
il va pas pouvoir trahir beaucoup. Je pense qu'il va rentrer facilement dans le moule. C'est aussi ça qui me dit que c'est une bonne pioche. En fait. Facilement dans le moule. Ok, c'est ça qui m'intéresse. Bah ouais, c'est ça. En fait, il va s'inscrire dans le collectif et dans les besoins du collectif, à savoir, quand Griezmann il a besoin de souffler, il sera là. Après, évidemment, il n'a pas les qualités d'Alvarez ou de Sørloth et pas le même profil non plus. Mais c'est un mec qui peut faire la petite passe D, la petite frappe quand il faut. Alors, je vais te poser une question. Toi, spontanément, dans le schéma de l'Atlético, donc on parle de moments où évidemment il pourrait être titulaire ou il pourrait être présent, tu le vois à quel poste? Tu le vois soutien d'attaquant d'un Alvarez, tu le vois en soutien de 2 attaquants. Évidemment qu'il peut jouer avec plein de, on va dire, de manières différentes. Mais toi, spontanément, t'es Simeone, tu te dis Raspadori, dans quelle, on va dire, formule je le mets pour avoir son maximum, tout en tenant en compte la tactique et la stratégie de l'Atlético. Alors, Simeone, c'est un adepte du 4-2-3-1 ou du 4-4-2, enfin, selon comment on se place. Et moi, je le mettrais en deuxième attaquant, en fait. Deuxième attaquant ou 4-2-3-1 dans le. Qui tourne derrière l'attaquant, quoi. Exactement. Qui tournerait autour de soit Alvarez ou Sørloth devant. Exactement. Si tu as la possibilité, si tu as la possibilité d'avoir Griezmann dans ton 11, donc tu laisses, il serait compatible avec Griezmann, donc c'est-à-dire Griezmann un poil derrière, comme on a pu voir ces dernières années, plus en 8, ou est-ce que il est vraiment juste le gars qui peut changer, qui peut remplacer Griezmann? Donc en gros, est-ce que tu les vois compatibles? Est-ce que tu vois Raspadori et Griezmann compatibles, ou au contraire c'est soit l'un soit l'autre? Dans le schéma de Simeone, je vois pas trop comment les deux peuvent évoluer ensemble. J'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Tu vois, c'est là où on va toucher la limite. Tu vois, c'est ça qui est dommage chez Diego Simeone. Alors peut-être qu'il va nous faire mentir, hein, peut-être qu'il va nous le faire. Mais tu vois, sur le papier, je suis sceptique d'un Raspadori. Maintenant, tu me dis, ta ligne, Griezmann, Raspadori et Alvarez devant. Et là, je te le dis, là, moi, ça me hype. Mais ça va pas dans le schéma. Soit l'un soit l'autre, je trouve que c'est restrictif. Mais ça va pas dans le schéma. Oui. Alors, est-ce que tu accordes au moins en cours de jeu? En cours de jeu, on peut passer à cette formule-là. Elle peut être séduisante quand même. Si l'Atlético est mené, peut-être. Ah, voilà. Ou mène 3-0. Ouais, d'accord. Okay. Non, mais on sait très bien, 3-0, on sait très bien, la boutique est fermée, c'est fini, il n'y a plus rien qui rentre. Donc, c'est bon. Donc, toi, vraiment, pour toi, c'est soit l'un, soit l'autre. Ils peuvent pas être compatibles. Non, c'est soit l'un, soit l'autre. Après, on s'interdit pas que Griezmann soit absent, hein. Il commence à prendre de l'âge, hein. Donc, ça va tourner, hein. Et donc, Raspadori, il va jouer, hein. J'y crois aussi, hein. Non, et surtout que. Partager ton jeu, hein. Là, je vais partager les stats. Les stats, elles sont bonnes. Même si cette saison, comme on vient de le dire, c'est pas un véritable titulaire indiscutable. L'année dernière, c'est 29 matchs, 6 buts, 8 passes décisives. Donc, pour en plus un Scudetto en fin de saison. En Serie A, c'est 164 matchs, 31 buts, 15 passes décisives. Et si on regarde pareil avec les temps de jeu, évidemment, c'est pas énorme, hein. Il a pas le plus gros temps de jeu parce qu'il peut ressembler déjà à ce super sub. Conte l'a utilisé aussi dans ce rôle-là. Donc oui, évidemment, ça peut bien coller. Maintenant, je pense que Raspadori, moi j'ai peur que si c'est juste à la place de Griezmann, il va pas beaucoup jouer. Hein. Parce que même Griezmann en fin de carrière, dernière année à l'Atlético, je pense que les matchs importants, c'est lui qui va les démarrer. Hein. C'est pas Raspadori. Hein. Oh, à voir, je sais pas. Franchement, moi, je pense qu'il va bien s'intégrer et qu'il va quand même jouer. Après, en même temps, est-ce que c'est possible pour toi d'égratigner Diego Simeone? Difficilement. Ce sera pas possible. J'aurais essayé avec ce débat-là, mais j'aurais pas réussi. On va lui faire confiance. Oui. C'est très bien. Sauf que quand on commence trop à lui faire confiance à l'ami Diego, on sait très bien comment ça se termine. Hein. En 6-3-1 et plus rien ne passe. Bon, bref. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas? Je te laisse le n'est-ce pas. Je ne le valide pas. Bon, allez, on passe à l'avant-dernier sujet de notre Mercato Live, qui est Yacine Adli mis sur la liste des transferts. Et
on a déjà posé cette question-là pour d'autres joueurs, Thomas Lemar en particulier. Est-ce qu'un club français doit tenter le coup, Yacine Adli, ou au contraire laisser passer ça et attendre son tour bien gentiment? Eh ben moi je dis oui, parce que Yacine Adli c'est un bon numéro 8. Avant sa blessure, parce que alors pour resituer dans le contexte, il était prêté par Milan à la Fiorentina. Avant sa blessure, en fait, il a aligné pas mal de matchs et il s'est blessé un moment et on l'a plus trop revu ensuite. Donc évidemment, il a laissé un petit peu passer sa chance et ensuite il est revenu donc à Milan cet été. Moi, il m'avait fait bonne impression également à Milan. Il avait eu des bons matchs. Il s'était bien intégré. Même la mentalité du garçon. Alors que la première saison avec Pioli, c'est extrêmement compliqué. Il joue quasiment pas. Et il n'y a pas un mot dans la presse, il n'y a rien du tout. Alors oui, évidemment, c'était un jeune joueur qui arrivait de Ligue 1, qui n'avait pas un statut, mais on le sait, il y en a plein qui sont arrivés en Serie A directement et n'ont pas joué les 3 premiers matchs, ont commencé à faire intervenir les agents ou à faire des interviews dans la presse. Là, lui, c'est pas le cas. Deuxième saison avec Pioli, c'est beaucoup mieux et c'est là où justement on le voit du côté du Milan avec certains matchs vraiment, je dois dire vraiment aboutis. Et moi, j'étais sceptique sur le garçon quand il est arrivé. Je voyais bien la qualité technique à Bordeaux. Oui, mais sans plus. Vraiment, moi, j'ai découvert un joueur vraiment, un beau joueur de foot. La Fiorentina, comme tu as dit, j'ai pas compris pourquoi ça s'est pas terminé à lever l'option d'achat, parce que pour moi, il a fait là aussi pareil des très bons matchs. Alors, évidemment pas que des bons matchs, parce que sinon ils auraient levé l'option d'achat. Mais pour moi, il a tous les arguments pour qu'un club un minimum ambitieux, pas le top player, mais un top club, mais qu'un club un minimum ambitieux décide de se mettre dessus. Donc, est-ce que c'est le salaire qui est trop élevé qui freine du monde? Est-ce que c'est les prétentions et les prétentions salariales de Yacine Adli qui freinent tout le monde? Moi, je sais pas, mais en tout cas sur la valeur du joueur, pour moi, un club français doit largement foncer dessus. Non, mais c'est ça. Enfin, je pense qu'il y a un paramètre qui doit nous manquer. C'est pas possible autrement parce que, enfin, il a fait, comme tu dis, des bonnes performances et il y a des clubs en plus qui cherchent des milieux et potentiellement des milieux dans son profil. Je pensais à Brest où il y a des départs potentiels. Le Madi Camara qui va partir, Lesmelou potentiellement qui peut partir. Brest, moi je suis Brest, je me positionne dessus tout de suite. Après, est-ce que Adli a envie d'aller à Brest? Ça c'est autre chose, je sais pas. Peut-être que, on va dire, le retour en Ligue 1 dans le club qui fait pas la Coupe d'Europe, peut-être que le gap est peut-être trop. Ok, peut-être. Maintenant, on l'a évoqué tout à l'heure, un club comme Lille, par exemple, un Yacine Adli, est-ce que ça fait tâche? Est-ce que du côté de Rennes, alors peut-être ils ont acheté Fofana mais ce que je veux dire par là, mais même à l'OM, je vais te dire, je te dis pas comme titulaire, mais l'OM qui cherche un gars encore pour remplacer numériquement Valentin Rongier qui est parti. Franchement, mais Yacine Adli, mais tu le mets dedans. Enfin, pour moi, il y a aucun problème. Et on parle d'un club de Ligue 1 qui joue la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc l'année dernière, je partage des stats, c'est 35 matchs, 5 buts, 7 passes décisives. Donc on parle pas en plus d'un gars qui a pas joué en fait. Tu vois, il a plutôt été bon, valorisé à 11 millions et il vient de fêter ses 25 ans. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il doit y avoir une donnée qu'on n'a pas dans le dossier parce que sinon c'est logique qu'il y ait au moins des clubs très intéressés. Non, puis en plus il va partir parce que ça fait un contrat en juin 2026, donc là on sait qu'il va partir et du coup 11 millions c'est pas grand chose. Aujourd'hui, c'est pas grand chose pour un joueur comme ça. Milan ne demandera pas. Et Milan, peut-être, demandera 11 millions parce que c'est l'évaluation de Transfermarkt et tout ça. Mais on sait très bien qu'un joueur, comme tu l'as dit, qui reste 1 an de contrat, évalué à 11 millions, même à cet âge-là, honnêtement, il est allé à 5-6, ça part. Donc, c'est même pas en plus un énorme investissement. Donc, vraiment, je sais pas, les gars, les cellules de recrutement de Ligue 1, les gars, réveillez-vous. Il y a un profil qui peut être intéressant, vraiment. Encore une fois, j'ai pas le salaire, mais pour moi, Yacine Adli, il peut jouer en Ligue 1 tous les jours, hormis PSG. Voilà. Oui, bien sûr. Et on n'a pas cité aussi Lyon. Pour moi, Lyon aussi peut être. Il y a des gens potentiellement sur le départ. Matic, on ne sait pas s'il va rester. Akwaku, machin. Il y aura de la place. Il y aurait de la place pour lui aussi. Enfin, sachant que de Ligue 1,
t'as raison, Lyon, on en a parlé, ils ont fait venir l'anglais de Liverpool, Tyler Morton, qui est un jeune prospect, qui est intéressant, mais là, pour le coup, qui a que 14 matchs chez les pros. Adli, on est quand même à 100 matchs de Ligue 1, 56 matchs de Serie A, ça a joué la Ligue des Champions, donc on parle d'un joueur quand même plus aguerri, et tu l'as dit, un Lyon, expliquez-moi, qu'est-ce qu'un Yacine Adli aurait à envier à certains profils qui vont être alignés au début de saison. Bien Donc sûr. franchement, voilà, c'est même pas parce qu'il est passé dans un club qui nous est cher et vraiment, c'est juste la valeur du joueur. Ah oui, franchement, ce joueur-là mérite une vraie porte de sortie et que lui, si on se retrouve au 31 août avec 0 club, alors on pourra parler de gâchis. Hein. Ah, complètement, ouais, non, complètement. Moi, je l'aurais bien gardé à Milan. Bon, maintenant, la liste des milieux est trop importante, malheureusement, mais Mais t'as raison. Hein. Si Milan ne fait pas venir Jachari, Ricci et Modric, tu me dis que Adli il reste dans l'effectif, il y a zéro problème pour moi. Hein. Enfin, bien sûr. Il y a beaucoup de supporters du Milan aussi qui partagent notre avis. Donc vraiment, encore une fois, on est vraiment étonné sur ce dossier. Donc recruteur de Ligue 1, bougez-vous un peu. Bon allez, on arrive au dernier débat, le gros débat de notre Mercato Live. Et celui-là aussi, il va inspirer. Mais de toute façon, il inspire toujours. Il va toujours inspirer. Et, dès qu'on parle de Gianluigi Donnarumma, forcément, ça intéresse du monde. Et là, on avait posé la question dans les précédents Mercato Live. À voir, est-ce que avec Chevalier, est-ce que ça vaut le coup? Bon, là maintenant, Chevalier est là. Maintenant, on va poser la question, est-ce qu'il peut rester au PSG? Et donc, est-ce qu'il doit aller au bout de son contrat? Ou là, comprendre que là, le PSG veut véritablement plus de lui et prenne ses valises et part. Qu'est-ce que tu fais à la place de Donnarumma, toi? Alors, juste on remet un paramètre supplémentaire, c'est qu'il n'est pas convoqué dans le groupe contre Tottenham, donc le message est assez clair, je pense. Donc déjà, moi, je vais déjà commencer par décrire le garçon. Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est pas parce qu'il est parti de Milan ou autre, hein, mais j'ai l'impression que ce gars-là, soit il comprend pas tout, soit il est très mal conseillé, soit les deux. Mais en tout cas, à chaque fois que la fin de son contrat arrive, c'est le bazar, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. On a l'impression qu'il met des pressions au club importantes et donc ça se passe pas toujours comme il veut, j'ai l'impression. Là, c'est sur le salaire. Apparemment, il y a des choses un petit peu compliquées dans les discussions qui étaient sur le salaire. Bon, maintenant, c'est terminé hein, parce que le PSG est passé à autre chose hein, au bout d'un moment. Mais à chaque fois, c'est le bazar. Et donc là, je pense qu'il a un peu ce qu'il mérite, pardon de le dire comme ça, mais il a un peu ce qu'il mérite. Et je pense que le PSG, ils ont pas poursuivi aussi parce que il y a d'autres qualités chez un chevalier que Donnarumma a pas. Hein. On ne dit pas que Donnarumma est mauvais, est très loin de là parce que la fin de saison qu'il fait, c'est on va être obligé d'en parler. On va être obligé d'en parler dans le débat. Mais oui, je suis. Donc toi, la première chose qui t'interpelle dans ce débat, c'est évidemment la gestion des fins de contrat de Donnarumma depuis qu'il a commencé à Milan, et que en gros il est pris à son propre piège et qu'à un moment donné, à force de vouloir faire monter les enchères, tu finis par te voir signifier la porte qui t'est claquée au nez par le club en question. Donc pour toi, déjà spontanément. D'ailleurs, déjà, tu pleures pas, même si on pleure jamais pour la situation d'un joueur de foot, mais tu pleures pas sur le fait qu'il soit écarté du groupe, ou ça, tu trouves quand même que c'est un peu too much? Moi, je pense qu'il a joué, il a perdu. Voilà. Après, effectivement, hein, il a encore un an de contrat, donc si est amené à rester, il devra honorer sa dernière année de contrat et le PSG devra le garder dans l'effectif. Mais moi, je le vois pas jouer s'il reste, hein, en fait. Donc, alors, là où je vais aller dans ton sens, c'est que tu as raison sur un point, il a joué, il a perdu, il a eu l'habitude un petit peu de fonctionner comme ça. Bon, écoute, merci monsieur, voilà, c'est tout. Là où je te rejoins pas, c'est que, en fait, le PSG, je parle bien du PSG, ils ont eu aucun problème avec Donnarumma. Ils ont eu aucun problème. Et que, on va dire, c'est un petit peu se servir de cette arrivée rocambolesque avec tu prolonges pas du côté du Milan, on te fait signer. Donc, en gros, toute la partie négative
de Donnarumma, je la mets de côté, je n'en veux pas. Par contre, évidemment, pour le faire venir, passer par ces méthodes-là, aucun problème. Mais par contre, au moment où le gardien en question ne veut pas prolonger, bon, bah, je n'hésite pas à passer par ces méthodes. Qui plus est, on a commencé juste un tout petit peu à en parler, qui plus est, une année où tu viens de remporter la Champions League et où le fameux gardien en question est décisif. Là, je trouve que c'est un peu trop facile de la part du PSG de se réfugier derrière un peu ça, même s'il ne communique pas là-dessus. Mais c'est un peu le message qui est renvoyé avec, bah voilà, Donnarumma, on sait très bien comment ça se passe. Bon, bah voilà, hein. Nous, on a fait ce que le Milan n'a pas fait, par exemple. Non, mais là où on va se rejoindre, c'est qu'ils auraient jamais fait ça s'ils n'avaient pas eu une solution sous le pied. On est bien d'accord. S'il n'y a pas de Chevalier qui est là, jamais de la vie, ils disent à Donnarumma à 1 an de la fin de son contrat, merci, tu veux pas prolonger, tu dégages. Clairement, ils le gardent. Maintenant, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'ils le font. Parce que s'ils n'ont pas de solution sous le pied, ben, forcément, ils gardent Donnarumma, quitte à le laisser partir, même si c'est pas, on a vu avec un autre dossier récemment, c'est pas non plus ce qu'ils aiment et ça crée des remous de ci, de là. Bah oui. Mais s'ils n'avaient pas eu le choix et qu'ils n'avaient pas eu d'alternative, disons, crédible, évidemment, ils l'auraient pas fait. Ça, on est d'accord. Maintenant, le gars, il est quand même dans un poste spécifique. Il sait très bien que ce poste-là, c'est assez rare. C'est à la fois assez rare et à la fois à cette période de l'année. Normalement, quand tu as un club bien constitué, tu as déjà fait tes provisions, même si on va en parler peut-être après. Il y en a certains et ils ont encore besoin d'un gardien vu les gardiens qu'ils alignent en numéro 1. Mais normalement, si tu as un club bien constitué, le gardien, c'est l'un des premiers postes sur lequel tu fais attention et que tu te prémunis en début de saison. Parce que c'est ça. Et que comme tu l'as dit aussi, c'est-à-dire que si réellement tu actes la fin de Donnarumma parce que tu as le remplaçant. Alors déjà, pourquoi t'attends le début août pour accélérer pour le remplaçant? Déjà, tu peux d'ores et déjà, on va dire, dès le début juin, accélérer sur Chevalier et faire comprendre à Donnarumma et lui mettre le coup de pression directement, quitte à avoir Chevalier pour la Coupe du Monde des clubs. Et auquel cas, tu n'y perds pas sportivement. Tu permets en plus à Chevalier de faire peut-être une meilleure intégration parce qu'il commence par des matchs officiels, avec enjeux, mais pas avec les mêmes enjeux que voilà. Et de l'autre côté, tu fais comprendre directement à Donnarumma, bah oui, maintenant, là, clairement, c'est plus des menaces. On est passé à l'étape supérieure. Mais là, on va dire dans l'enchaînement avec début août. Bon, bah, au final, on va prendre de Chevalier et puis on s'en fout, en fait, bah, qui reste ou qui reste pas. De toute façon, on le prend quoi qu'il arrive. Ouais, ça manque quand même un petit peu de classe. Même si on parle d'un gars qui en a manqué, lui, dans ses précédents transferts, le PSG, encore une fois, n'a jamais été floué par Donnarumma. Vraiment. Tu vois, dans toute la relation qu'il y a pu avoir entre le joueur et machin, le joueur, à certains moments, il en a pris plein la gueule. Il est venu, pas non plus oublier, quand il est venu, on lui a expliqué que c'était lui le numéro 1, mais il s'est rendu compte quand même qu'il y avait un Keylor Navas qui était là et qui était pas vraiment disposé à lui filer la place. Il a été souvent mis comme le responsable numéro 1 de toutes les boulettes, de toutes les défaites et tout ça. Vraiment, et on en a déjà parlé, pareil sur la chaîne de ce cas-là. Je trouve, moi, plus les jours passent, le PSG manque de classe sur ce dossier-là. Surtout, encore une fois, d'un mec qui a été performant et qui t'a permis de remporter le titre majeur auquel tu courais depuis des années. Non, mais sur l'aspect sportif, l'aspect effectivement irréprochable sur le plan sportif et autres, moi je te rejoins complètement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, ce gars-là a quand même un passif et je pense que on voit aussi que la face qu'on veut bien nous montrer de l'iceberg, c'est-à-dire que je pense que la décision d'aller sur Chevalier, même si l'accélération, on est d'accord, elle est assez récente. Je pense qu'il l'avait dans le viseur depuis un petit moment, voyant que les discussions, elles aboutissaient à rien avec les agents de Donnarumma. Donc, quand Donnarumma il voit que les discussions, elles aboutissent à rien, si t'es bien conseillé, encore une fois, tu te dis, il me reste 1 an de contrat, mon club, il va quand même pas se dire, je vais attendre tranquillement la fin du contrat pour aller chercher un concurrent. Je vais quand même chercher quelqu'un qui est
sera capable de me suppléer parce que bon, Safonov, il est bien gentil. Oui, mais bon, on avait compris que voilà, c'était l'histoire d'avoir un numéro 2, mais pas un numéro 2 qui te concurrence. Et donc là, si on rentre vraiment donc dans notre débat, toi, est-ce que tu es à sa place, tu fais quoi? Tu pars, là tu comprends que voilà, on t'a mis de côté et que là vraiment on compte plus sur toi et tu pars, ou est-ce qu'au contraire, on va dire un peu vulgairement, mais tu les fais chier et tu restes jusqu'à la fin du contrat et tu pars libre l'été prochain, ou on va pas se mentir, Donnarumma, s'il fait ça l'année prochaine, il aura largement des propositions et très intéressantes de la part de plein de clubs. Alors, on est d'accord, hein, il va y avoir déjà une histoire de fierté. Hein, on a déjà un petit peu vu sur les réseaux, il y a une photo qui laisse sa discussion, enfin, avec le numéro 1 là. Non, le numéro 1 sur le gâteau avec la femme et l'enfant, oui, c'est bon. C'est pas un message caché, hein, c'est pas un message caché, on a bien compris. Hein. Donc, on a bien compris qu'il y avait une histoire de fierté. Et maintenant, moi, si je suis gardien et que je pense à mon avenir, je me dis, est-ce que j'accepte de passer une saison plus ou moins au placard et je mets en jeu ma carrière pour une histoire de transfert comme ça? Ça reste un mec quand même qui a 420 matchs chez les pros, qui est, on vient de le dire, qui a gagné l'Euro, qui a gagné la Ligue des Champions, qui sort d'une grosse saison. Ah ouais, évidemment, l'ego là-dedans, il va pas être, c'est pas une petite donnée dedans. L'ego va jouer un rôle. Hein. Je suis d'accord. Mais pour moi, la preuve d'intelligence, c'est de se dire, écoute, ok, ils m'ont pris peut-être pour un con. Ok, je suis peut-être un peu maltraité là où je suis, mais moi, je vais être plus intelligent qu'eux et je vais leur montrer dans un autre club, quitte à les rencontrer en Ligue des Champions et à les battre. Que je peux être bon et que je vais réussir. Moi je partirais parce que et bon, sans rentrer parce que là pour le coup c'est un autre débat, mais si spontanément si tu avais un club en tête, on va dire un truc réalisable, hein, parce qu'après on peut dire le Real Madrid, mais le Real ils ont Thibaut Courtois, donc ça va être compliqué. Dans quel club, si tu es à la place de Donnarumma, donc tu décides de partir, tu rebondis? Tu rebondis Galatasaray, ou tu rebondis, t'essaies de passer du côté de Chelsea, du côté de City, t'essaies de forcer un peu la porte, Manchester United, l'Espagne, tu fais quoi? Pour moi, il y a deux clubs où il arrive en roi parce que vu le niveau des gardiens, c'est Manchester United et Chelsea. Il y a pas grand chose. Hein. On salue Onana et notre ami Serge qui adore Onana. Robertson. On a aussi Chris, maintenant supporter de Manchester. Voilà. Aussi concerné dès qu'on parle d'André Onana, mais oui, tu as raison. Les performances d'Onana. Franchement, voilà. L'optimisme et Manchester City, moi j'avoue, je comprends toujours pas qu'Ederson, malgré un jeu au pied extraordinaire, soit encore titulaire du côté de City. Pour moi, c'est une anomalie. Et il y a Chelsea aussi, Robert Sanchez, c'est pas non plus, c'est pas non plus terrible. Une très belle finale de mondial des clubs. Oui, d'accord. C'est suffisant. Je suis d'accord avec toi. Donnarumma, s'il arrive là-bas, il prend la place de titulaire, il met tout le monde d'accord sur le papier. Maintenant, on l'a dit. Alors, Chelsea, attention, est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit pour lancer? Oui, ça c'est pas sûr non plus. Et l'Angleterre, il y a une de ses qualités, une de ses moins bonnes qualités qui sera à l'épreuve, c'est la sortie aérienne. Donc ça, je ne sais pas. Ça, c'est un point d'interrogation. Ah, c'est vrai que là, ils ont intérêt d'être au courant qu'il sort jamais sur les il sort jamais. Même tu peux jouer un match de district, il ne sortira pas. Et malgré sa carrure complètement imposante, vraiment pour un gardien, vraiment il ne sortira pas. Donc oui, tu as raison. C'est un vrai bémol pour un transfert en première ligue. Et Galatasaray, même si oui, évidemment, je sais très bien ce qu'on dit, Galatasaray, c'est un niveau en dessous, championnat turc, tout ça. Force est de constater, ils ont quand même pris un Osimhen. Ouais, bien sûr. Ils ont une équipe qui est un minimum compétitive et ils ont des ambitions. Donc, est-ce que aller par exemple à Galatasaray et devenir un peu le héros populaire du club? Non. Moi, je suis Donnarumma, ça me chauffe pas. Hein, mais bon, après, il y a des bons supporters. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, il serait bien, mais challenge sportif, bof quoi. Et pour rigoler, à l'Inter, tu le vois pas, non? Non. Alors, je vais reprendre mon premier propos. Je sais pas s'il est bête ou très mal conseillé, mais en tout cas,
Je ne conseille pas l'Inter. Mais après. Non, c'est vrai. Mais on l'a déjà dit, pareil, sur cette chaîne, il est capable. Il est capable. Ah ouais, il est capable. Il est capable de revenir. Mais factuellement, Sommer est quand même encore sous contrat. Bien évidemment, ça parle de sa succession et de la suite. Mais factuellement, il est là. Donc, même si ça serait un gros divertissement, vraiment un très très gros divertissement, Donnarumma à l'Inter, je pense que c'est compliqué. Et en Serie A, il y avait le Napoli qui pouvait être une possibilité, mais là, le Napoli, en ayant Emeret et Milinkovic-Savic, bon, ça me paraît compliqué. Et puis après, il va pas. Oui, alors après, peut-être la Fiorentina, même pas la Fiorentina, ils ont des Réa. Non, même. Ouais, la Lazio, peut-être la Lazio. Mais bon, la Lazio, ils font même pas la Coupe d'Europe. Là, vraiment, il redescend de plusieurs étages. Et même la Juve, qui était intéressée pendant un temps, je crois pas que Di Gregorio soit sur le départ. Donc, non. Donc, toi, voilà, pour conclure notre débat Donnarumma, toi, t'es à sa place, t'essaies de forcer un petit peu. Je pars quand même. Je pars quand même. Ouais, bah pourquoi pas, ouais. Franchement, ça peut être une bonne expérience. Et pourquoi pas sortir plus à l'avenir. Étoffer son jeu. Oui, et puis aussi, et puis travailler le jeu au pied aussi pendant que tu y es aussi. Avec Guardiola, il pourrait. Ah, il pourrait. C'est même pas il pourrait, il va être obligé. Hein. Il va y avoir un spécifique. Il va avoir un spécifique jeu au pied. Je pense que c'est peut-être ça qui le fait flipper. C'est peut-être pour ça qu'il pousse pas trop pour Manchester City. C'est peut-être pour ça. Mais oui, t'as raison. Je vais dans ton sens. Pour moi, Manchester United, même si c'est un bourbier depuis quelques saisons, bon, ça reste un club ambitieux, ça reste un gros club européen et ça pourrait lui garantir une place de titulaire et une vraie exposition. Donc oui, il va pour Manchester. Maintenant, gardez bien en tête, les supporters parisiens, qu'il est largement capable d'aller jusqu'au bout du contrat et de partir l'année prochaine libre. Vraiment, avec Donnarumma, c'est ça l'avantage. Tout est possible. Donc, il y a de quoi se marrer. Vraiment, il y a de quoi se marrer. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Bon, bah merci mon copain. Merci à toi d'avoir. Merci à toi d'avoir participé à ce petit Mercato Live avec des petites infos, avec ta vraie connaissance de certains dossiers milanais. Vraiment, hein, quand tu nous as parlé de Matteo Gabbia, tu nous as parlé de Davide Calabria, vraiment. Merci à toi. Et puis, avec plaisir. Tu reviens quand tu veux au FC Copain, t'es chez toi. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.